Pourquoi choisir Saint-Sulpice? C'est tout d'abord l'une des plus grandes églises parisiennes. C'est un manifeste de l'architecture ou des architectures classiques à la française. L'objectif, c'est d'avoir une première partie plus longue d'environ 2 mois et demi, 3 mois sur un édifice majeur de l'architecture parisienne, donc ici l'église de Saint-Sulpice, sur lequel la démarche est une démarche de méthodologie de projet sur les édifices protégés, monuments historiques. Comme c'est un monument historique classé, on va à la médiathèque du patrimoine et de la photographie qui conserve l'intégralité des archives à leur disposition concernant tous les monuments historiques classés. Donc ça va être peut-être, si on a la chance, des documents d'origine. Ça va être ensuite l'intégralité des documents qui ont été produits par les agences d'architectes en chef des monuments historiques qui se sont succédés sur ce monument, donc qu'ils versent à la fin de leur charge sur le monument. Et je disais que c'est une église qui appartient à la mairie de Paris. Donc on peut aussi trouver des archives à la mairie de Paris. Travailler sur Saint-Sulpice, pour nous tous, imposait, et c'est bien sûr le fondement de notre démarche, de comprendre l'histoire progressive de cette architecture. Il y a une histoire du territoire dans lequel se construit Saint-Sulpice, il y a une histoire des abords, et puis il y a eu une histoire propre, l'histoire de la façade, l'histoire de la création d'une place. L'objectif de ce semestre, du coup, était de comprendre en fait quelle était la méthodologie d'intervention sur un monument historique et quelles sont les étapes en fait à réaliser de recherche archivistique, mais aussi de recherche de terrain dans la matière. Oui, c'est ce qu'on peut retenir finalement de ce travail, que dans un premier temps, l'approche documentaire, archivistique, ouvre des grands questionnements sur des grandes séquences de l'histoire d'un monument, sur les grandes innovations techniques qui ont mené à sa construction, mais c'est systématiquement accouplé avec une approche réelle, matérielle du bâtiment, comme le relevé de la charpente nous a permis d'éclairer des hypothèses de transformation de ce bâtiment au XIXe siècle. Saint-Sulpice, sur la façade principale, en fait, a subi des restaurations en béton armé au début du XXe siècle. Donc les étudiants ont pu aussi retrouver de nombreuses archives sur ces restaurations, on va dire contemporaines, et également étudier l'ensemble des restaurations, dont la dernière restauration a été menée au début du XXIe siècle, qui restaure ces reprises du début XXe. Voilà. Donc ça leur a permis aussi d'élaborer des documents graphiques et des coupes structurelles très intéressantes. C'est peut-être cette année le point principal de développement par rapport aux années précédentes sur les autres édifices monumentaux sur lesquels on a fait travailler les étudiants. Donc on est sur des précisions assez intéressantes des documents graphiques. Ils ont eu aussi accès à des archives, de nombreuses archives, dues aussi au travail préparatoire, on va dire, et travail très important qui a été mené par Léonore Losserand auparavant. L'analyse des pathologies en fait est arrivée en dernier, mais sur les pathologies majeures, donc c'était vraiment des pathologies liées à la pierre, mais aussi à le système constructif qui a été utilisé à l'époque de la pierre armée.
qui en fait pose des problèmes de stabilité de la pierre, dû à l'érosion en fait des fers qui arment cette pierre. Et qu'on a du mal en fait encore aujourd'hui à traiter ou d'avoir des méthodes en fait d'intervention on va dire homologuées. Donc on a eu des passerelles en fait entre des techniques actuelles de réhabilitation et des techniques anciennes il y a environ un siècle, on va dire, de pierre armée. Et puis et surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé à titre personnel, parce que j'ai redessiné des photos, c'est la stéréotomie, notamment dans la crypte de Saint-Sulpice, et puis la trompe aussi qu'on a derrière Saint-Sulpice. On a quand même, c'est une église, on sait, c'est des ajouts qui se font au fil du temps, et donc des techniques de stéréotomie qui évoluent au fil du temps. Et ça, c'est des choses dont j'avais pas nécessairement conscience auparavant. Cette église, elle est déjà inscrite monument historique. Elle a été construite entre 1933 et 1938 dans ce qu'on appelle les chantiers du Cardinal. Et c'est une église qui est une sorte qui est très intéressante parce que tout y est traité, c'est-à-dire là on voit son côté blanc immaculé qui est derrière moi, mais quand vous rentrez à l'intérieur, tout est coloré et tout est décoré. Et nous demandons à nos étudiants dans cet exercice d'analyser ce bâtiment, de nous dire par qui il a été construit et comment il est parvenu jusqu'à nous. Et puis nous demandons à nos étudiants aussi de l'analyser et de faire une série de propositions en rapport à ces pathologies. Donc c'est un bâtiment qui est des années 30, comme beaucoup de bâtiments de cette époque-là, il a été entretenu, mais souvent il a été pas très bien restauré parce que on a donné la priorité à des bâtiments plus anciens. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il souffre d'un certain nombre de pathologies et qu'il faut le reprendre. Alors pas vraiment dans une proportion énorme, mais qu'il faut quand même, par exemple, revoir l'étanchéité de la toiture, qu'il faut aussi retravailler les vitraux. Il y a de très importants vitraux. Donc Dimitri Rotter est un architecte peu connu en France, mais qui a beaucoup construit en Corse, des lycées et des écoles. Il a fait également d'autres édifices, d'autres églises. Sur Saint-Jean-de-Bosco, l'objectif était pour les étudiants de pouvoir travailler sur un édifice en béton armé. Donc un édifice en béton armé, mais ayant également beaucoup de parties préfabriquées. Également travailler sur un patrimoine beaucoup plus récent, bien évidemment, avec un travail sur les verrières très intéressant et sur les pathologies en fait, des bétons contemporains très marqués. Donc ça permet aussi aux étudiants en fait, de première année d'avoir une vision un peu diversifiée des pathologies sur le patrimoine contemporain comme ancien, en mettant en parallèle en fait, le travail sur Saint-Sulpice, qui est un travail plus sur les maçonneries, sur les vitraux et patrimoine on va dire plus ancien et un patrimoine plus récent et avoir une approche de toutes les pathologies liées au béton armé,
aux étanchéités, aux verrières composées, ce sont des verrières métalliques, mais également avec des claustras en béton. Donc ça permet d'avoir aussi une diversité dans l'approche méthodologique sur les pathologies. Peut-on donner, au-delà de la dimension sacrée, dont je n'ai pas assez parlé, la dimension culturelle, une autre valeur, une valeur qui serait peut-être environnementale, répondant aux attentes les plus contemporaines. Alors j'en ai la conviction, c'est aussi des refuges climatiques. Voilà, il y a une fraîcheur dans l'Église par l'inertie que représentent ces parois de pierre massive, si on reprend les débats les plus actuels, les calcaires de l'Oise, le couvrement voûté, pour peu que l'on assure une ventilation dans les baies, voilà, qui sont des abris potentiels. Je pense que ce sont des lieux repères, des lieux de vie et des lieux abris. Et puis la place Saint-Sulpice, avec son orientation est-ouest, elle génère une ombre portée extrêmement importante. Donc elle est aussi un lieu qui abrite la place merveilleuse qui est devant. Travailler sur des grands monuments nous apporte beaucoup, notamment en termes de savoir et aussi sur cette épaisseur en fait, de l'histoire de la construction. C'est-à-dire qu'il y a des moments un peu charnières comme ça dans l'histoire où beaucoup d'efforts sont centralisés pour la construction d'un édifice voilà, presque iconique, disons. Ce qui est intéressant, notamment, c'est comment finalement ces grands chantiers sont transdisciplinaires, puisqu'ils mêlent finalement une histoire tant sociale, identitaire pour un quartier, mais aussi économique. Voilà, comment ça se finance, qu'est-ce qui s'y passe. Donc finalement, c'est tout ça qui fait la grande richesse en fait de ces grands monuments, justement parce qu'ils croisent en fait dans cette histoire-là l'histoire de la population à Paris et de ce quartier à ce moment-là, comment les personnes ont mis en place les moyens nécessaires pour que ce monument puisse s'édifier. Et puis en fait, ce n'est pas rien parce que pendant très longtemps, c'était une des églises les plus hautes aussi de Paris. Donc c'est un peu ça, c'est que ces grands monuments créent comme un événement ou un moment et avec ces réflexions aussi sur l'art de bâtir, où on se dit qu'il écrit, c'est un jalon un peu dans l'histoire de l'architecture. Et donc ça apprend, donc sur des, ça devient comme une figure. En fait, je pense que c'est un peu le mot adéquat, comme une figure, et qui permet ensuite sur peut-être des édifices beaucoup plus humbles dans leurs proportions, en fait, d'adapter en fait cette méthodologie de travail qu'on applique sur un grand édifice. Intervenir sur le patrimoine n'est plus aujourd'hui un exercice libre. Il existe un corpus de textes, des éléments de doctrine qui encadrent la démarche de projet. J'ai la conviction que ces objets architecturaux révèlent des histoires longues, complexes, qu'il revient de toutes les traverser, toutes les comprendre, et qu'il faut favoriser un projet qui donne à voir tout cela. J'ai cette conviction que regarder l'histoire, ce n'est pas simplement un exercice livresque, c'est appréhender en fait, la complexité, la diversité des valeurs que porte un édifice, et qu'il faut se confronter à tout cela.